plaisir de recevoir Patrick Rohrwasser, qui est directeur général de VIM France. Patrick Rohrwasser, bonjour. Bonjour. Alors vous savez que la première question qu'on pose habituellement à notre invité de la semaine, c'est de savoir quelle est l'actualité récente qui a retenu son attention. Donc pour vous, qu'est-ce qui vous a alerté ces derniers temps? L'actualité récente, c'est évidemment l'actualité politique. On ne peut pas faire fi de ça ou l'omettre. On ne peut pas y échapper, ça c'est clair. Et dans cette actualité politique, c'est aussi mon angle technologique qui regarde si le numérique a une place dans cette actualité politique. Et on peut le regretter un peu, c'est qu'on ne voit pas grand-chose dans les programmes des candidats ou dans les leviers potentiels pour amener la France à un autre niveau. On ne voit pas grand-chose en termes d'usage du numérique qui va changer les pratiques ou qui vont faire évoluer les organisations, les structures, ou qui vont permettre de retrouver du plein emploi ou d'avoir une dynamique économique qui soit plus forte. Donc ça, effectivement, c'est un peu criant, surtout quand on regarde à l'inverse les grandes entreprises ou même les entreprises d'une manière générale qui ne parlent que de transformation digitale et d'usage du numérique pour aller chercher ces relais de croissance ou pour changer fondamentalement leurs organisations pour être plus compétitives et efficaces. Alors vous parlez des entreprises, mais finalement les particuliers, eux aussi, ils baignent dans le digital aujourd'hui, et tout particulièrement les jeunes. Alors les moins jeunes, ceux qui sont aussi avertis à ce genre de questions aussi, mais les individus maintenant ne font que ça. Enfin, ils sont sur leur mobile tout le temps. Oui, on pourrait même peut-être dire toutes les tranches d'âge, parce qu'on nommait souvent une population qui sont les seniors, mais qui de plus en plus baignent dans le numérique, ne serait-ce que pour améliorer leur santé ou être sûr qu'ils pourront être protégés correctement, pour pouvoir dialoguer avec leur famille qui s'éparpille de plus en plus. Plus on est vieux, plus on a de familles réparties un peu partout dans le monde. Et puis à côté de ça, évidemment, les quadras ou les quinquas comme moi qui sommes plongés dans le numérique et tous les jours, parce que notre entreprise utilise le numérique, sommes obligés ou en tout cas l'utilisent. Et puis les jeunes, évidemment, qui, eux, vont rentrer dans le monde du travail et y rentrent via la voie du numérique, ça c'est certain. Et alors pour terminer sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez que ce que vous regrettez, c'est un peu le syndrome du marteau qui voit des clous partout? Est-ce que vous pensez que c'est par une méconnaissance des sujets, ou est-ce que c'est par une sous-évaluation de l'importance de ces sujets dans la vie courante? Alors je vais prendre ma casquette de citoyen, là, et effectivement, on a l'impression que nos hommes politiques raisonnent sur des schémas traditionnels pour mettre en place les programmes ou les évolutions nécessaires de la France, liées à leur formation, liées à leur expérience, et n'ont pas forcément intégré le numérique comme un vrai levier de changement, comme le font aujourd'hui les entreprises, qui sont vraisemblablement plus disparates en termes de tranches d'âge et qui ont beaucoup de contributeurs, jeunes, moins jeunes, un peu plus vieux, qui vont venir abonder sur qu'est-ce qu'il faut faire et comment faut-il utiliser le numérique pour faire évoluer les organisations. Donc c'est peut-être une question de génération ou de renouvellement en fait de cette classe politique qui permettra demain d'avoir un peu plus de numérique et de regarder le monde par un autre prisme que celui par lequel on le regarde depuis trop longtemps, vraisemblablement. Très bien, donc maintenant on va parler un peu de VIM. En fait, on ne vous demande pas de présenter, parce que nos lecteurs connaissent bien, mais juste une question pour introduire un peu le sujet. Finalement, VIM est donc dans le domaine, pour simplifier, de la sauvegarde-restauration, vous allez préciser ça un petit peu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes arrivé sur le monde de la virtualisation, c'est-à-dire que vous avez posé vos offres dès le départ sur le monde de la virtualisation. Et on dit souvent que la virtualisation, c'est la première étape vers le cloud. Le cloud dans lequel on baigne aujourd'hui et qui est quand même l'élément le plus dynamique, un des plus dynamiques avec le mobile de notre IT dans les entreprises. Est-ce que finalement ça vous positionne, je dirais, au mieux pour être un acteur de poids dans ce cloud précisément? Alors, c'est une des raisons de notre croissance.
puisqu'on a dernièrement annoncé nos résultats avec 33% de croissance encore en comparaison de l'année dernière, hein, au même trimestre. Donc évidemment, on est né il y a 10 ans, en 2006, donc au début finalement de la... je rappelle que 2007, c'était l'arrivée de l'iPhone, hein, oui. Donc au début de la transformation digitale, ou ce qu'on pourrait dater comme au début de la transformation digitale, au moment où la virtualisation commence à prendre son essor, et où on commence à parler de cloud, mais bon, on est très prudent. Pas sûr que le mot était encore sorti à l'époque. Hein. De la virtualisation non, de virtualisation, oui, de cloud... Cloud, on en parlait, mais c'était pas très très bien défini. Effectivement, la société est née sur ce principe que le futur devait nécessiter d'avoir des outils différents pour, alors évidemment, faire de la sauvegarde, de restauration, mais plus globalement, assurer la disponibilité des data centers et du système d'information. C'est là notre métier. Hein. Nous assurons la disponibilité du data center et des systèmes d'information, et nous protégeons les données de l'entreprise, le fameux or noir, hein, des entreprises. Donc évidemment, dans ce processus global, on va trouver des processus, des fonctionnalités de sauvegarde, de restauration, de réplication, de monitoring, hein, de connexion vers le cloud, qui permettent, dans un processus global, d'assurer cette disponibilité et de pouvoir restaurer des environnements très vite. Hein, parce qu'aujourd'hui, on le disait, le numérique, la transformation digitale a imposé quelque chose qui est une évidence peut-être, mais qui est nécessaire, c'est l'instantanéité. On ne peut pas imaginer que notre système d'information ne soit pas disponible. Quand on se connecte, forcément, on a accès à notre mail, à nos outils, à nos applications qui nous permettent de commander notre taxi ou qui nous permettent de commander notre déjeuner. Et juste imaginer que ce n'est pas disponible n'est pas envisageable. Hein, donc la disponibilité est un sujet majeur. Et pour rendre disponibles les environnements, eh bien, il faut virtualiser massivement, il faut intégrer le cloud dans des architectures de cloud hybride, puisqu'on ne peut pas tout faire tenir en interne pour des raisons de compétences, pour des raisons de stockage, pour des raisons de capacité à faire, d'évolution, d'activité, de pics. Hein, le cloud, au départ, on l'envisageait beaucoup pour la gestion des pics. Maintenant, on l'envisage comme une extension naturelle du système d'information. Donc, si on n'est pas dans la virtualisation et donc par extension dans le cloud, on n'est pas. Hein, et c'est là, nous, on y est bien, on y est depuis 10 ans. On a cette expérience avec nos 242 000 clients. Et donc ça, on sait très bien faire. Et c'est ce qui explique les raisons du succès de Veeam et la croissance, pas exponentielle, mais quand même substantielle. Assez rapide. Alors justement, puisque vous parliez de vos résultats, vous avez mentionné, alors c'est assez amusant parce que vous donnez les résultats trimestriels sans donner les vrais chiffres, vous donnez des pourcentages, bon, enfin vous avez cité 600 millions d'euros de chiffre d'affaires oui. par an, voilà. 33% de croissance. En revanche, dans le cloud, c'est plus rapide que ça, c'est 60%. Et en termes de machines virtuelles donc, que vous prenez en compte par vos outils, donc 14 millions au global et 1 million via les cloud providers. Oui. Est-ce que ça donne une idée du ratio de votre activité dans le cloud et global? Alors, je pense que ça donne une idée du ratio, effectivement, mais si on prend d'autres chiffres qui peuvent abonder là-dedans, on a aujourd'hui 2300 partenaires qui tous les jours font du cloud et produisent des services cloud à destination des clients finaux. Donc, effectivement, on protège 1 million de VM. Hein. Maintenant, via les cloud providers. Via les cloud providers, hein, c'est ce qu'on a. Parmi les grands noms, on peut citer qui? En France, on va travailler avec des OVH, des Claranet. On va travailler avec des sociétés qui ont aussi des métiers un peu plus hybrides, comme des ex-resellers qui aujourd'hui ont forcément intégré le cloud dans leur offre. On peut parler de Quadria, on peut parler de Keops. Donc, on va trouver différents profils. On peut parler évidemment d'Adista, qui sont des sociétés qui viennent du monde plutôt opérateur télécom. On a fait des belles annonces l'année dernière avec SFR aussi, hein, qui est capable de fournir des solutions de disaster recovery as a service. Hein. Donc,
Voilà, ça c'est tout le métier, toute l'expérience, toutes les technologies qu'on amène auprès des service providers. On a même fait une annonce de programme où on met sur le marché un investissement de 200 millions de dollars pour faciliter, là encore, l'adoption du cloud par nos clients. Si un client vient sur un service provider Vim, eh bien, on va abonder et on va financer en partie l'accès à ce service provider. Donc, on met beaucoup d'innovation technologique, beaucoup de moyens, beaucoup de forces commerciales et de forces techniques pour adresser ce marché du cloud, qui là encore est une extension naturelle de ce que l'on fait déjà depuis 10 ans avec nos 240 000 clients et les 14 millions de VM qu'on protège. D'accord. Alors justement, parce que vous parlez des annonces, vous avez annoncé récemment deux choses assez importantes. Donc un partenariat avec HPE qui lui permet de revendre vos solutions packagées dans les siennes. Et puis de l'autre, l'intégration, donc c'est Hyperflex, dans l'intégration de l'environnement Cisco. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ces deux annonces et comment elles s'intègrent dans votre, je dirais, solution, portefeuille global? Alors, on a des très grandes alliances qui existent, mais effectivement, HPE, historiquement, est très proche de nous. Quel est l'intérêt de renforcer ces alliances avec HPE et le fait que maintenant on soit dans le catalogue HPE? Eh bien, c'est qu'un client, il aime qu'on lui parle d'une solution globale, pas uniquement de technologies qui vont couvrir une partie du cycle. Avec HPE, on est capable aujourd'hui de couvrir l'ensemble du besoin d'un client, qu'il aille du compute au stockage, sur l'intégration dans le cloud, avec des technologies qui vont permettre de protéger les données, de rendre disponible encore plus le data center, et tout ça dans une efficacité économique qui est sans commune mesure. Donc il était naturel presque de renforcer ce partenariat avec HPE et de faire en sorte que demain, toute la force de vente HPE puisse proposer des solutions Vim en complément des solutions que HPE propose déjà au marché final. En termes de support, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'ils assurent les supports de premier, deuxième niveau et vous le troisième niveau, ou est-ce que ça... Non, le client qui va acheter une solution Vim au travers d'une proposition HPE bénéficiera du support Vim directement. Donc, sachant que nos sociétés dialoguent énormément pour que les technologies qui sont aujourd'hui très bien intégrées soient supportées de part et d'autre et qu'il y ait des processus qui permettent non pas d'avoir un jeu de ping-pong entre c'est pas moi, c'est lui, mais d'avoir vraiment, de pouvoir afficher dans les faits un vrai partenariat technologique et commercial. Donc pour le client, il a cette garantie que les solutions qu'il a achetées auprès de HPE auront le meilleur niveau de fonctionnement et le meilleur niveau de support entre les deux sociétés. Pour ce qui concerne Cisco. Cisco, donc on était déjà bien intégré avec Cisco, mais là on a renforcé cette intégration technologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les environnements hyper convergés, hyperflex de Cisco, on est capable de proposer des solutions de Snap qui permettent donc de faire de la restauration des environnements qui auraient été protégés par Vim, des environnements gérés par Cisco, avec des délais très courts, ce qui permet de pouvoir donner un niveau de disponibilité qui peut être de l'ordre de la minute, avec une rétention qui va être, on va dire, marquée dans le temps, historisée. Donc, on travaille déjà très bien avec Cisco, on est monté d'un cran avec Cisco pour que sur la partie hyper convergée, on puisse fournir des solutions qui sont hautement disponibles avec Cisco. Sachant qu'effectivement, dans le monde des serveurs, l'hyperconvergence est un phénomène assez marquant. Enfin, en tout cas, c'est la pointe émergée. C'est vraiment le côté... On trouve de grosses évolutions aujourd'hui dans le data center. Quand on regarde comment VMware arrive sur la virtualisation du stockage, les réseaux agiles, pour compléter ce qui a déjà été fait en termes de virtualisation. Pour nous, c'est des très belles opportunités, puisque tout ça sont des machines virtuelles qu'il faut protéger dans des délais qui sont maintenant très très courts. Il faut pouvoir restaurer dans des délais très courts. Et autour de ça, évidemment, tout l'écosystème s'organise pour toujours amener des choses de plus en plus intégrées, de plus en plus performantes techniquement et économiquement. D'où l'hyperconvergence. Bien, mais pour terminer ce tour assez rapide mais bien complet, vous allez organiser prochainement l'édition 2017 de VimOn à la Nouvelle-Orléans et sa déclinaison française à Paris début juin. Est-ce qu'il va y avoir des annonces importantes? À quoi on peut s'attendre pour ces deux événements?
Alors, Vimon, c'est la conférence annuelle de Vim. Donc forcément, on utilise ce moment exceptionnel pour communiquer sur nos évolutions, sur les innovations, sur tout ce que l'on va amener au marché là, dans les versions qui arrivent. On avait déjà fait un teasing en août de l'année dernière sur toutes ces innovations qui étaient prêtes ou qui allaient sortir. On a déjà sorti des évolutions, c'était d'ailleurs la 9.5 de Vim, mais à l'occasion du Vimon à la Nouvelle-Orléans, on va annoncer la V10 avec vraiment là marquer toutes ces innovations et ces évolutions technologiques que nous serons en mesure de proposer au marché pour toujours encore faire évoluer cette notion de disponibilité, de protection des données, de sécurisation de la donnée. Et donc ce Vimon Forum mondial qui se déroule du 16 au 18 mai à la Nouvelle-Orléans sera répliqué le 1er juin à la Maison de la Mutualité, en plein cœur de Paris, où on aura effectivement beaucoup de partenaires qui vont nous accompagner. On attend 600-700 clients, partenaires qui viendront nous rejoindre durant cette journée, avec la présence de Peter McKay, donc le président et patron des opérations de Vim, qui est arrivé en juillet de l'année dernière, qui sera en plénière avec tout le management de Vim, avec la présentation des évolutions, et puis ensuite des breakouts technologiques, business, beaucoup de moments pour partager ensemble sur tout ce qui arrive en ce moment. Donc finalement, ce genre d'événement, c'est pas seulement pour faire de la promotion marketing et parler de vous, c'est vraiment pour préparer les clients à ce qui va arriver, parce qu'eux, il leur faut du temps pour digérer tout ça, ingérer tout ça, oui, effectivement. Oui, c'est-à-dire qu'on a des sessions qui vont présenter comment nous voyons l'évolution du cloud, comment nous voyons l'évolution de nos solutions dans le cloud, comment avec nos partenaires, notre écosystème, on va trouver des sociétés comme HPE, Infinidat, Microsoft, nos partenaires revendeurs, nos partenaires distributeurs qui nous accompagnent traditionnellement, des partenaires comme Exagrid, Cisco ou autres, qui soit seront directement ou indirectement présents durant ces sessions, et nous communiquerons de manière très pointue sur l'usage de technologies. Nous aurons des retours d'expérience des clients, nous aurons la vision qui sera présentée par le management de Vim. Donc effectivement une journée extrêmement riche qui permettra de satisfaire l'ensemble de l'écosystème, les clients comme les partenaires, avec des sessions très pointues ou des sessions très ouvertes, parlant de l'évolution de notre société, parlant de l'évolution du marché et comment nous, on contribue à cette évolution. Bien, écoutez, on n'ira peut-être pas à la Nouvelle-Orléans, mais vraisemblablement, on ira à la Maison de la Mutualité à Paris début juin. Patrick Orbasser, merci beaucoup. Merci.